Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBP, Evidence Based Podcast, l'orthophonie comme une évidence. Derrière les étagères de jeux présents dans chaque cabinet d'orthophonie se cache un savoir-faire bien plus étoffé. L'orthophonie est une profession de soins qui se réfère à des pratiques cliniques et des données scientifiques probantes. En effet, nos prises en charge s'appuient sur les 3 piliers de l'Evidence-Based Practice, ou pratique fondée sur la preuve. Ainsi, notre podcast donne la parole aux cliniciens, cliniciennes, scientifiques et experts venant partager leurs connaissances sur l'état de l'art afin de permettre à tous les orthophonistes d'avoir accès aux données probantes issues de la recherche et à les appliquer dans leur prise en soin. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour vos questions en réaction à notre premier épisode. Nous y avions abordé la question des classifications et de la prévalence des troubles du langage écrit. Nous avons souhaité aujourd'hui revenir sur cette question du diagnostic et de la prévalence des troubles, et nous souhaitions également aborder la question de la comorbidité, des bases neurologiques impliquées dans les difficultés d'identification des mots écrits. Pour répondre à l'ensemble de nos questions, nous sommes en compagnie de M. Michel Habib et de Gilles Leloup qui co-animent ce podcast. Bonjour Audrey. Pour introduire l'intervention de Michel, on va faire la suite des questions qui se posent autour du diagnostic et de l'utilisation des classifications internationales pour poser le diagnostic, telles que le choix de la CIM 11 ou du DSM-5. Et on va voir après comment on peut réfléchir non plus sur une approche catégorielle, mais sur une approche dimensionnelle du diagnostic, qui nous amène directement à nous poser la question de la prise en compte des hypothèses causales, phonologiques, visio-attentionnelles, intermodalitaires, et selon Michel, il en parlera des aspects de ce qu'il appelle dyspraxiques, des aspects des troubles non-verbaux, dans la pose d'un diagnostic de troubles spécifiques d'apprentissage du langage écrit. Bonjour Michel Habib. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui pour ce deuxième épisode d'Evidence Based Podcast. Michel, vous êtes neurologue, vous êtes praticien hospitalier au CHU de la Timone en centre référent, du coup, diagnostic troubles des apprentissages. Dans l'épisode précédent, nous avons reçu le professeur Hugo Père sur la question des classifications internationales que sont la CIM 11 et le DSM-5 et sur la prévalence des troubles du langage écrit. Et aujourd'hui, nous sommes là pour prolonger cet échange à ce sujet avec vous. Et je vais laisser la parole à Gilles pour cette première question. Salut Michel, merci d'être avec nous. Merci à toi. On va commencer par on va reprendre cette question des classifications parce que c'est quelque chose que tu connais bien et la question de les limites, avantages des classifications internationales, CIM 11, DSM-5. Bien, bon, d'abord, merci de l'invitation et puis c'est un plaisir pour moi de participer sous cette forme qui ne m'est pas habituelle, comme vous vous en doutez. Alors, la DSM, CIM 10, effectivement, on en parle beaucoup. Dire que je l'utilise beaucoup en pratique, non, parce qu'en clinique, dans le centre référent, c'est plutôt c'est de la nosographie, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour classifier, pas pour diagnostiquer, en fait, en pratique. Cela dit, les limites, on les connaît tous, hein, c'est d'abord le fait que, justement, c'est de la classification, donc c'est assez rigide. Il faut faire rentrer dans une catégorie un patient, et comme on le sait tous, un patient n'entre jamais dans une catégorie. Il va être toujours à cheval sur plusieurs catégories. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout ce débat sur le catégoriel versus dimensionnel, qui commence à être abordé dans le DSM, mais que les psychiatres qui sont à l'origine du DSM, puisqu'il faut bien rappeler que à l'origine c'est la psychiatrie et encore la psychiatrie adulte qui a créé le DSM. Donc les psychiatres se sont aperçus que finalement cette dissociation, cette discordance entre l'approche clinique et le désir jamais totalement satisfait de le faire entrer dans une catégorie incite à réfléchir un peu différemment en dimensionnel et non plus catégoriel. Donc ça, c'est le grand défaut, le grand reproche qu'on fait habituellement au DSM, et la CIM n'y échappe pas. Cela dit, il faut bien mettre une étiquette, et si on part du principe qu'il y a une nécessité de mettre une étiquette, alors là je suis d'accord, c'est la meilleure façon de le faire.
Un autre problème qui aussi dérive, je pense dans mon intervention, je vais toujours me ramener à mon expérience clinique parce que moi je suis pas un chercheur, je suis un clinicien. L'autre problème, c'est l'absence totale de référence à la comorbidité, qui est pourtant une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Chaque fois qu'on voit un patient qui a un trouble 10, on sait qu'il est certain qu'il n'aura pas qu'un seul des troubles 10. S'il est dyslexique, il sera très probablement à 90% sur 100 dyslexique plus quelque chose d'autre. En tout cas, nous, en centre de référence, on ne voit que des enfants qui ont une dyslexie avec un autre trouble associé. Alors peut-être qu'en cabinet, c'est autre chose. En cabinet d'orthophonie, je veux dire, on va voir un dyslexique totalement pur. J'avais eu cette discussion avec des collègues, Sylvain Valdois en particulier, concernant les dyslexies visio-attentionnelles. On va en reparler probablement, mais elle dit que en centre référence, on est biaisé par le fait qu'on voit des cas trop complexes et qui ne répondent pas à la réalité vraie. Alors, moi, je ne sais pas quelle est la réalité vraie. Ma réalité de praticien qui voit effectivement des enfants qui sont de deuxième main, on va dire, des patients de deuxième main, c'est qu'il y a toujours des comorbidités associées. Et justement, quand on ouvre le DSM, cette notion n'apparaît nulle part. Alors que pour un clinicien, elle est fondamentale. Et donc, il y a cette grande dissociation entre les deux approches qui fait que on va avoir le petit livre du DSM à côté, et puis dès qu'on a un patient en face de nous, on ferme le petit livre, on s'en occupe plus, et on s'occupe du patient. Voyez. Donc, c'est un peu cet état d'esprit qui m'anime face à la question que vous me posez là sur le DSM. Pour résumer, c'est ces deux grosses limitations. Le catégoriel qui ne reflète pas la réalité, et le monothématique qui fait abstraction de la comorbidité. Et voilà, c'est deux grands reproches qui fait que moi, j'ai pas tout le temps en tête le DSM quand j'examine un patient. Non. Ouais, merci. On rebondit là. Dimensionnel, tu peux expliquer ça aux auditeurs et aux auditrices? Qu'est-ce que tu entends par dimensionnel? Alors, c'est pas moi qui entends, c'est tous les gens, surtout les psychiatres, qui ont proposé cette nouvelle dichotomie, de dire qu'on sort du catégoriel pour être dans le dimensionnel. C'est plutôt pour répondre à cette réflexion que je viens de faire, à savoir que un patient n'entre jamais dans une catégorie. On ne peut jamais le faire entrer dans une catégorie. Donc, on va parler de dimensionnel. Alors, il y a différentes façons d'entendre le terme dimensionnel. Ça peut être de se placer entre la norme et la pathologie, avec tous les intermédiaires entre les deux. Okay, ça, c'est les dimensions. On va essayer de se référer à des dimensions et ne plus utiliser le terme de dyslexie ou de dyscalculie, etc. On va dire c'est un trouble de la lecture de telle intensité avec telle caractéristique. Et la deuxième façon qui va très bien, pour moi qui me convient très bien, c'est de parler de sous-types de troubles. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la catégorie dyslexie, on est dans un trouble phonologique qui donne des troubles de la lecture, un trouble visuo-attentionnel qui donne des troubles de la lecture, ou, et là je pense que je vais un peu plus loin que ce que vous avez dit jusqu'à présent dans les émissions précédentes, un trouble de type dyspraxique qui donne un trouble de la lecture. Pour moi, c'est les trois grandes catégories de possibilités d'aborder la problématique des troubles de la lecture en clinique. Ouais, on en parlera dans l'entretien qu'on va avoir tout à l'heure. C'est dans ton papier qui est sorti l'année dernière, que tu résumes particulièrement ces questions. Si on rebondissait alors sur ce qu'on discutait toujours, alors les auditrices ou les auditeurs entendent qu'on a parlé en off, parce qu'on a parlé en off avant, c'est cette question donc un trouble spécifique du langage écrit, ça serait donc une dimension, et à l'intérieur de cette dimension, on aurait des catégories? Oui, moi je le verrais assez bien comme ça. En fait, c'est pas on a une dimension avec des catégories, c'est plutôt je laisse de côté la catégorie, je ne m'intéresse qu'à la dimension. Voilà. Donc ce qui m'intéresse face au patient, c'est de savoir, entre autres, quelle est l'intensité sur un continuum de son trouble. Voilà. Et également, quelle est la nature
par rapport à plusieurs types de nature possibles, hein, qui est chez cet individu particulièrement. Donc voilà, il y a les deux aspects dans le dimensionnel, l'intensité et le sous-typage finalement. Ce qui revient à la discussion qu'on a eue, même si on n'est pas tout à fait d'accord sur cette question, sur le fait que moi j'ai tendance à essayer de différencier ce que je disais, un profil de type dyslexie, c'est-à-dire d'enfants qui présenteraient un trouble d'identification sans un trouble majeur de compréhension, d'enfants qui ont des troubles d'identification avec des troubles de compréhension orale, même si les deux cas peuvent présenter des comorbidités aussi bien l'un que l'autre. Alors, je suis d'accord avec toi, on le sait tous, le but de la lecture, de l'apprentissage et le frein principal quand ça se passe mal, c'est de façon ultime la compréhension. Mais je veux dire, on peut se mettre de ce point de vue-là, c'est-à-dire je vais me mettre du point de vue de la compréhension de la lecture, et puis après je vais discuter sur les mécanismes ou sur les apparences multiples que peut prendre le trouble. On peut aussi partir de l'inverse, c'est-à-dire au début l'enfant il apprend à mettre ensemble des lettres et des sons, il fait de l'appariement auditivo-visuel, en gros, ou phono-visuel si on veut. Et c'est ça qu'il n'arrive pas à faire. Et après, on va avancer dans la compréhension pour savoir, d'abord, pour quelles raisons il n'arrive pas à mettre ensemble les lettres et les sons, et après, quelles conséquences ça a pour la suite de développement de son expertise en lecture. Okay. Et avec, in fine, à la fin du cycle, la question de la compréhension, qui est la dernière qui arrive, finalement. Que peut-être l'approche intéressante pour le clinicien, c'est peut-être moins s'occuper de ce qui va devenir en termes de compréhension que d'essayer de voir dès le début quel est le mécanisme qui pêche. Est-ce que c'est phonologique? Est-ce que c'est visio-attentionnel? Est-ce que c'est un problème d'oculomotricité, de coordination oculo-visuelle? Voilà, il y a toutes sortes ou de spatialité, de temporalité. Voilà, toutes ces hypothèses sont possibles et plausibles comme cause de la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à mettre ensemble les lettres et les sons. Du coup, je me permets de rebondir. Oui, bien sûr. En fait, depuis des années, vous vous intéressez, aux bases neurologiques des troubles du neurodéveloppement et spécifiquement donc à la question de la dyslexie et surtout des déficits causaux qui sont à l'origine de ces difficultés d'identification des mots écrits. Est-ce que du coup, vous pourriez nous présenter succinctement les résultats majeurs de vos derniers travaux de recherche ? Bon, moi, personnellement, je l'ai dit en introduction, je ne suis pas chercheur, je suis affilié à un laboratoire de recherche, mais j'écoute plus que je ne participe. En revanche, je lis beaucoup. Je lis beaucoup, c'est mon principal travers dans la vie. Je lis beaucoup et je ne lis que des articles scientifiques. Bon, je suis pas un gros lecteur, sauf pour les articles de neurosciences. Et là, je suis à peu près, je pense suivre à peu près ce qui se dit en actualité, je dirais, de cette problématique du substrat cérébral, de la lecture et de ses troubles. Okay. Si on regarde l'actualité, même dans l'actualité, je suis assez partial dans mes lectures parce que je me suis intéressé, je ne sais pas vraiment pourquoi, surtout, j'ai des raisons, j'ai quelques pistes pour comprendre pourquoi je m'y suis intéressé, mais je me suis intéressé surtout à l'imagerie morphologique de connectivité, ce qu'on appelle la DTI, l'imagerie de diffusion qui visualise les connexions de substances blanches entre différentes régions du cerveau. Et très vite, j'ai été frappé par la concordance de très nombreux travaux d'équipes indépendantes sur une constatation qui a été critiquée après. Je sais que Franck Ramus, dans un article, a un peu descendu cette idée-là, mais pour moi, ça reste, de par cette concordance, finalement, un point intéressant, c'est de voir qu'il y a à l'intérieur de l'hémisphère gauche, mais peut-être pas que du gauche, du cerveau des enfants 10 et des adultes 10, un faisceau arqué, qui est particulièrement différent chez les dyslexiques que chez les non-dyslexiques. Et or, ce faisceau, on le sait, a un rôle très important qui a été prouvé par ailleurs dans le développement du langage oral et dans l'acquisition du langage écrit.
Et donc, cette constatation-là m'est apparue au moment où elle est sortie, et elle continue à m'apparaître comme un élément majeur de la compréhension des mécanismes et comme piste intéressante que nous offre la neurobiologie sur la compréhension de la dyslexie. Donc, si on essaye de résumer, la lecture doit être vue comme un système de connectique, ou en tout cas de défaut de connectique. Et en clinique, ce qui compte vraiment, c'est la recherche, enfin les hypothèses causales, la recherche et le fait que du coup, c'est là-dessus qu'on devrait intervenir. Et est-ce que c'est uniquement là-dessus qu'on devrait intervenir ? Vous avez dit la question et la réponse. Hein. C'est oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment très intéressant et intellectuellement satisfaisant de se poser systématiquement la question du mécanisme aussi souvent que possible. Mais ça ne peut pas être la totalité de l'action et du raisonnement. Il faut aussi se poser, observer et au-delà des mécanismes eux-mêmes, s'occuper des conséquences et les traiter. Et c'est là tout l'art du travail du rééducateur et de l'orthophoniste en particulier. Quand tu parles en dehors des aspects causaux, ça serait quoi ? C'est travailler sur un patient conscient de sa maladie, des parents experts, c'est quoi, les relations avec l'école ? C'est déjà explorer aussi l'impact du trouble sur la vie scolaire et la vie sociale et familiale. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir identifié, quantifié et compris le mécanisme d'un trouble. Il faut, avant de se poser la question de comment le traiter, essayer d'évaluer les conséquences, l'impact en termes de degré de handicap dans la vie du trouble qu'on analyse. Et ça va. J'imagine que j'enfonce une porte ouverte là et que tout rééducateur, tout thérapeute va se poser cette question avant de commencer une rééducation. Quelle énergie on va mettre dans la rééducation proportionnellement au degré de handicap que le trouble qu'on a identifié génère. Okay. Après, plus spécifiquement sur la lecture, il y a la question de la compréhension. Et effectivement, à mécanisme différent, on peut avoir un trouble de la compréhension identique. Et donc, d'avoir résolu la question du mécanisme ne nous donne pas forcément la solution sur comment rendre la lecture utile et fonctionnelle, puisqu'on sait que c'est la compréhension en lecture qui est le but final de l'apprentissage. Bon, écoute, merci Michel. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Ouais, en fait, tu réponds à la réalité clinique, c'est-à-dire que ce que tu as dit au début, c'est que les patients, c'est pas quelqu'un qu'on peut classifier, c'est que pour chaque patient, il faut réévaluer, comprendre à la fois les déficits cognitifs et à la fois les conséquences des déficits cognitifs sur sa vie de tous les jours et sur son estime de soi, sur les relations qu'il va y avoir avec ses pairs, etc. Oui, je crois. Et là-dedans, il y a aussi cette question des mécanismes de compensation qui ont été mis en place et effectivement des facteurs de compensation qui doivent être pris en compte. Je veux dire, pour moi, si j'avais un message à faire passer aux collègues orthophonistes, c'est regarder systématiquement le langage oral, ne pas se focaliser trop sur la lecture et regarder le QI. Et si on n'a pas de QI, aller demander à un collègue de le faire. Hein. Parce que sans le QI, c'est bien difficile d'interpréter totalement le trouble. Voilà. Et là, je fais référence au quotient intellectuel élevé, au haut potentiel, qui sont des vrais problèmes cliniques, quoi, et pour lesquels on voit encore d'énormes erreurs de fait d'interprétation, où on va ne pas qualifier de dyslexique un enfant qui est clairement dyslexique, mais qui a tellement bien compensé que dans les tests, on voit des chiffres qui sont dans la norme, voire même au-dessus de la norme. Et pourtant, il est dyslexique. Ouais, il ne sera pas dyslexique au sens du DSM-5, puisqu'il faut 1,5 écart type de moins de la norme pour pouvoir être dyslexique, mais il est clairement dyslexique par rapport à sa propre réalité. Et ça, c'est toute la question de se référer à l'intelligence pour pouvoir interpréter des résultats d'un bilan orthophonique. Ouais, dans le cas effectivement des troubles complexes ou résistants, je pense que c'est indispensable d'avoir cet avis.
Et effectivement, tu soulèves une question qui est une des limites des classifications, en tout cas de ce qui a été proposé dans le repérage des enfants à haut potentiel présentant des troubles d'apprentissage du langage écrit, effectivement. Merci Michel, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Avant de nous quitter, nous allons répondre à la question de Charlotte en réaction à notre premier épisode qui nous demande si au final on doit parler de dyslexie ou de troubles spécifiques du langage écrit. Gilles, je te laisse répondre. Le choix des recommandations de bonne pratique du langage écrit, c'est de parler de troubles spécifiques du langage écrit et à l'intérieur de cette grande catégorie définie par le DSM-5 de troubles spécifiques du langage écrit, on va bien différencier une population d'enfants lecteurs dyslexiques ou adultes lecteurs dyslexiques, dont la particularité sera que leur compétence linguistique, et particulièrement leur compétence de compréhension orale, sera préservée. Et la question, elle est ici fondamentale, c'est que avoir des compétences de langage préservées participe à une meilleure compensation du trouble d'identification. Versus, donc ça c'est le dyslexique. Le dyslexique, c'est quelqu'un qui aurait les moyens de compenser son déficit d'identification par la compréhension orale, associé ou non à des comorbidités. Tu peux avoir une dyslexie et tu peux avoir des troubles de l'attention et possiblement autre chose, mais c'est vrai que c'est difficile à définir après. De l'autre côté, on va avoir une population qui aussi a des troubles spécifiques du langage écrit, mais cette fois-ci, en fait, ce qui va être surtout marqué, c'est leur déficit de compréhension au final dans le suivi. C'est typiquement le profil d'enfant que tu vas prendre en charge au CP. Il va avoir des difficultés d'apprentissage du langage écrit. Il va développer des compétences de langage écrit. On va se dire que c'est parfait. Et en fait, il va revenir à 12 ans parce qu'il ne comprend rien à ce qu'il lit. Et en fait, cette dissociation qu'on a essayé de faire, c'est juste pour insister sur ça. C'est qu'un gamin dyslexique, en fait, au fur et à mesure du temps, il aura toujours ce moyen de compenser son moyen d'identification. Il ne viendra sans doute pas spécifiquement revenir avec une plainte de compréhension écrite. Et du coup, est-ce qu'on peut repréciser une bonne fois pour toutes pour qu'on soit tous au clair là-dessus? Que veut dire spécifique dans trouble spécifique du langage écrit? Alors, selon le DSM-5, le terme de spécifique, ça signifie que le trouble est primaire et qu'il est non secondaire à un facteur de complexité ou à un trouble du neurodéveloppement comorbide. Donc en conclusion, ça veut dire que le trouble n'est pas associé à une condition biomédicale. Ouais, c'est ça. Merci pour ces précisions. Question de Mathilde, est-ce qu'on doit obligatoirement poser un diagnostic précis de dyslexie ou de trouble spécifique du langage écrit avant de débuter une remédiation du langage écrit? Pour moi, la réponse serait non. Tout simplement parce qu'on a un patient qui arrive déjà avec une plainte, que si la plainte est objectivée et qu'il y a une souffrance de la part de ce patient, au niveau éthique, c'est un peu compliqué de justifier une non prise en charge sous prétexte qu'on ne lui a pas collé l'étiquette qui correspondait à son profil. Pour moi, cette question, elle renvoie à tous ces débats, ces articles qu'on peut lire, notamment celui de Protopapas et de Elliott, qui sont sortis en 2020 là, et 2021, et qui questionnent en fait pas forcément l'existence même de la dyslexie, mais le terme qu'on utilise, et qui remettent en question en fait la pose de cette étiquette que certaines familles attendent désespérément parce que d'avoir cette étiquette, ça leur ouvre des droits à des aménagements, à des aides. Et du coup, en ne leur attribuant pas cette étiquette, on prive les enfants qui ont pourtant des difficultés en lecture et qui sont en souffrance dans leur vie scolaire quotidienne, on les prive de soins. Donc il y a surtout une dimension éthique en fait derrière cette question. Oui, et de toute façon, le premier critère du DSM-5, c'est la plainte. Tu as raison de souligner que c'est la plainte qui est au cœur de la prise en charge avant de nécessairement mettre en place des évaluations diverses des compétences cognitives et de lecture de l'enfant. Après, il faut rester vigilant sur le fait qu'il y a plainte et plainte, c'est-à-dire qu'il y a la plainte du patient et il y a la plainte du parent. Donc attention à ne pas se retrouver dans une prise en charge de performance scolaire et où là, on aborderait plutôt pas le trouble, mais la performance scolaire et donc on rentrerait dans le champ du soutien scolaire, ce qui n'est pas le but de la prise en soin.
Donc il faut qu'il y ait une plainte du patient qui soit quand même un minimum objectivée et que ce ne soit pas juste des familles qui viennent consulter parce qu'elles voudraient que leur enfant dépasse un certain niveau de performance à l'école. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous poser vos questions et nous y répondrons dans le prochain épisode qui sera consacré à l'évaluation des troubles du langage écrit. Nous discuterons épreuves, batterie, diagnostic différentiel en compagnie de Madame Monique Touzin.